Ces paysages sont vraiment magnifiques. Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver pour vous faire partager mon voyage dans la région du monde la plus connue lorsque l'on parle de vin et de grands crus. Il s'agit bien entendu de Bordeaux et son vignoble. Et cette semaine, eh bien, j'ai eu envie de redécouvrir cette région unique à travers son tourisme œnologique, sans pour autant passer mon temps, bien évidemment, à déguster dans les caves de Pomerol, Margaux ou encore Saint-Émilion. En effet, derrière l'or rouge, ce nectar si cher à Bacchus, eh bien, il y a des hommes, des femmes, des passionnés qui se racontent à travers leur village, leur château, leurs traditions, et tout ça au cœur de paysages et de décors somptueux comme celui de l'estuaire de la Gironde ou encore de l'Entre-deux-Mers. Alors comment ce territoire a-t-il su innover et réinventer ses atouts touristiques autour de la vigne? Eh bien, pour le savoir, je vous invite à me suivre dans mon périple bordelais, et tout ça sans modération. Soyez les bienvenus dans mes échappées belles. Bienvenue en Gironde. Bienvenue à Bordeaux. Une échappée belle 100% grand cru. Je t'amène à vingtaine de minutes de Bordeaux, au cœur des Pessac-Léognan, dans un grand cru classé. On est là, avec nos blancs, avec nos rouges, donc on se lève tous les matins pour faire le meilleur vin du monde. Un enjeu économique pour toute une région. C'est important de savoir là où sera le bon vin l'année prochaine. Nous avons des châteaux dans tous les prix. Ça commence autour d'1 million jusqu'à 50 millions, voire plus. Vous avez beau faire le plus beau vin du monde, s'il ne se vend pas, vous êtes dans une impasse. Mais surtout, une culture qui se transmet et qui évolue. Juste devant nous, la magnifique structure de la Cité du Vin. J'aime bien me dire que c'est une belle carafe à vin. Ça s'est vraiment féminisé dans les chais et aujourd'hui on trouve même des jeunes femmes responsables de vignobles. On a peut-être une finesse supplémentaire où on va chercher peut-être des saveurs un peu plus souples, plus agréables, plus élégantes. Voyage au pays de l'or rouge et blanc. C'est dans la peau que se trouvent les tanins, la couleur et une grosse partie de l'aromatique. Pour rêver. L'impression d'arriver à Versailles quasiment, hein? Ouais. Hein? Waouh! C'est une ambiance presque religieuse. Et s'amuser. Je vais te faire découvrir aussi les rouleurs de barrique. Alors on a pas mal de soleil comme il y a 2 ans, ça tape bien, on est un peu plus porté sur l'eau que sur le vin. Bon Luc, je pense que c'est le moment. D'accord. J'ai une petite surprise pour vous. Un cannelé géant? Ouais! Bonne dégustation, Jérôme. Les vendanges, c'est un moment où se rencontrent des gens qui se rencontrent jamais d'habitude. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne de la hauteur tout de suite. C'est juste sublimissime là. Hein, les vignes, les petits coteaux. L'avantage d'être en ballon, c'est qu'on se rend compte vraiment de l'immensité du vignoble bordelais. C'est vrai que c'est un vignoble qui est très étendu. En appellation d'origine contrôlée, c'est le premier vignoble de France, avec 100 000 hectares de vignes. Donc c'est vrai que là, on est au milieu d'un océan. Dis-moi François, comment est née cette passion pour l'aérologie? Tu fais du ballon depuis quand? J'ai commencé à voler à l'âge de 18 ans en deltaplane et parapente. J'en ai fait pendant une dizaine d'années. Ouais. J'ai été pilote du LM et je me suis mis au planeur. Il y a même temps que je me suis mis au planeur, j'ai vu des montgolfières et je me suis dit ça, il faut que j'aille voir comment ça se pilote. Tu veux dire qu'à l'origine, tu n'étais pas vigneron? Mon père était viticulteur. Nous amenions le vin dans une coopérative et il y a 5-6 ans, je me suis fait un tout petit chai et je fais un tout petit peu de vin. Tu étais un des premiers finalement à faire visiter le vignoble d'en haut et d'en bas. Mon idée, c'était que les gens qui viennent dans cette région puissent découvrir un chai, découvrir un vigneron, quelqu'un qui vit avec le vin, qui fait du vin. Voilà. Voilà. Et il n'y a rien de plus passionnant que de faire découvrir d'un balcon silencieux cette belle région viticole. On va essayer d'arriver dans un champ un peu plus bas, à côté des tournesols. Tu veux qu'on fasse un champ finalement? Tout à fait, on va faire un champ. Un champ récolté, plutôt, je sais pas, un champ plutôt corse ou un champ... Attention, dès qu'on aura quitté la vigne, on va faire le champ plus loin. Je vais essayer de ramasser quelques grappes, je vais vendanger, on peut commencer, c'est la saison là. Attention, il va y avoir un premier impact et un deuxième. Attention, tenez-vous fort.
Allez, premier impact. On reste dans la nacelle, on ne descend pas. On reste dans la nacelle, on ne descend toujours pas. On reste dans la nacelle. Ouais. Ouais. Ah, c'est rock'n'roll. Voilà. Ouais, joli. Bravo, François. Avec 4 300 000 visiteurs par an, le vignoble bordelais est aujourd'hui le vignoble le plus visité de France. Le tourisme du vin est devenu un secteur économique majeur pour les vins de Bordeaux. Depuis une dizaine d'années, les châteaux rivalisent d'inventivité pour attirer les touristes sur leur domaine. Comme au château Rennes-Vigneaux, qui propose des balades à cheval à la découverte de ces vignes où l'on produit du sauterne. On est plutôt bien placé dans le vignoble pour comprendre un peu ce que c'est que le vignoble de Rennes-Vigneaux. On voit ici cette espèce de croupe argilo-graveleuse en plein sol très riche qui va permettre du coup à la vigne de faire beaucoup de fleurs, donc beaucoup d'arômes et beaucoup de sucre. C'est très intéressant pour nous. L'objectif, c'est vraiment de décaler l'approche qu'on peut avoir d'un vin. On n'est pas obligé de venir dans un premier grand cru classé avec ses belles chaussures, son costume cravate. Au contraire, on peut découvrir concrètement le vignoble. Là, à cheval, avec le bruit des sabots sur le sol, on a vraiment ce côté sensoriel en fait, de l'approche du vignoble. C'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. Les visiteurs veulent vraiment aller à l'intérieur du vignoble, découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Pour séduire ses visiteurs, le domaine a imaginé une expérience hors du commun. Les touristes grimpent à l'aide d'une corde pour atteindre une table suspendue dans le vide à 11 mètres de hauteur. Et cette fois, c'est le directeur de la propriété qui emmène les clients. À la clé, la dégustation des vins de la propriété dans les airs. On va déguster le château de Rennes-Vigneaux, premier grand cru classé. La seule chose qui n'est pas accrochée en ce moment, c'est ça. Donc, château de Rennes-Vigneaux 2009. Le nez, je suis, je sais pas, c'est pas la même, j'ai pas le même nez que quand je suis en bas en fait. Et ça, est-ce que c'est parce qu'on est dans un environnement ouvert? Ouais, complètement. Le fait de déguster en plein air, l'air est renouvelé sans arrêt, donc ça, on n'a pas le phénomène de saturation qu'on peut avoir dans une salle. On rajoute la vue en fait. On est plutôt sur un moment en fait que sur un produit et je trouve ça plutôt, c'est un instant suspendu. C'est assez improbable en fait là. Pour dynamiser l'image de ces vins, Vincent Labergère a su prendre des risques. Il a fallu convaincre les actionnaires de l'époque du bien fondé et de la sécurité de cette activité, mais ça valait vraiment la peine de faire l'effort de construire et de monter tout ça. Combien il y a de personnes qui sont montées? Vous tenez encore les comptes, Vincent? On est à combien là? Je tiens toujours les comptes, on a dépassé les 300 personnes là. D'accord. Les touristes veulent aujourd'hui plus qu'une simple dégustation. Alors, pour répondre à une demande de plus en plus exigeante, les concepts originaux se multiplient. Comme les circuits en taxi anglais. Voilà, pas trop chaud derrière. En plus de découvrir les vignobles, les touristes s'initient aux arômes présents dans le vin, même les plus inattendus. Mais il n'y a pas forcément que des odeurs agréables dans le vin, il y a quelquefois des odeurs qui sont étonnantes, surprenantes. Je vous donne la solution, c'est toast. Toast. Antoine Becher propose des circuits sur mesure en petit comité pour 450 € la demi-journée. Il y a une demande pour quelque chose de différent. Il y a une demande pour des tours qui impliquent davantage le client, le touriste. On trouve ça super. D'abord, c'est très panoramique. C'est très confortable, on voit très bien en fait le paysage. Donc je suis assez surprise, on est même très content. Pour se démarquer, Antoine a misé sur des ateliers interactifs. Je vous en prie. Attention aux têtes. Aujourd'hui, ses clients vont apprendre à créer leur vin. Ils vont devoir doser et mélanger les 3 cépages les plus utilisés dans la région. Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon et Merlot. Il faut déguster très souvent. C'est passionnant. On n'imaginait pas, parce qu'on a l'habitude de goûter des vins qui sont déjà faits, et là, vraiment, on dissocie chaque cépage, et bon, on est créateur.
On voit que très vite, en ayant ces 3 cépages, on peut déjà savoir ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas, ce qu'il faut monter dans les pourcentages ou pas. Donc c'est super intéressant, vraiment. Allez-y. Ah, très bien. À la fin de l'atelier, chacun repartira avec la bouteille qu'il a créée et une impression d'avoir vécu un moment privilégié. Faire vivre des moments à part à ses visiteurs, c'est aussi ce qu'a voulu Sylvaine Fournier pour s'attirer une nouvelle clientèle. Il y a 4 ans, elle a ouvert 2 chambres d'hôtes au milieu des vignes du domaine familial. Des hébergements à l'architecture unique. Il s'agit d'un foudre d'une grosse barrique. Donc ça a été fabriqué par un tonnelier charentais, Seguin Moreau. Ce sont 2 concepts uniques au monde. Nous sommes les seuls à avoir ça. C'est fabriqué comme un vrai foudre, sans colle, sans clous, sans vis, juste avec le cerclage pour tenir les douettes de bois. C'est grand en fait. Ça fait 20 mètres carrés au sol. Donc tout le charme est dans la hauteur sous plafond. Chaque année, le tourisme du vin fait davantage d'adeptes, à la grande satisfaction des châteaux qui, en ouvrant leurs portes, ont gagné une nouvelle clientèle. Tu vois, Jérôme, ce matin, on volait là-bas, sur l'autre côté d'en face, sur le secteur de l'Entre-deux-Mers. J'aime bien là, la lumière rasante sur les vignes qui caressent le haut du village de Saint-Émilion comme ça. C'est vraiment joli. Hein. Oui, tu as des vignes qui rentrent jusqu'à l'intérieur du village de Saint-Émilion, en bas. Donc ils ont mis des remparts pour protéger de la vigne, j'imagine? Alors les remparts ont été construits au XIIe siècle sous le règne des Anglais. Les Anglais sont restés 300 ans en Aquitaine. Ça s'est fini par la guerre de 100 ans à Castillon-la-Bataille, par la mort du général Talbot, d'où il y a un monument encore. Et la porte Brunet, une des dernières portes qui restent de Saint-Émilion. Il y en avait 6 à l'époque. Tu connais tout, c'est formidable. Allez, allons voir ça de plus près. C'est très mignon. Hein. C'est que des petites ruelles Saint-Émilion. On est accueillis par le grand clocher. C'est joli ce village. C'est magnifique. Et tu vois, à Saint-Émilion, il y a beaucoup de pavés. Oui. Tu sais d'où ils arrivent, ces pavés? Non. D'Angleterre. D'accord. Les bateaux arrivaient, lestaient ici, au fond de la cale, avec des pavés, qui laissaient au port de Saint-Sulpice-de-Falais-Reims. Ils déchargeaient les pavés et ils chargeaient les barriques de vin pour repartir en Angleterre. D'accord. Il y a un patrimoine aussi religieux important, là, parce que je vois que c'est le cloître des Cordeliers, là. Il y a eu beaucoup de religieux et de religieuses qui ont vécu à Saint-Émilion. Et le nom du village, il me semble qu'il est lié aussi à un moine. Oui, c'est un jeune homme qui est parti de Vannes, qui a consacré sa vie à la prière. Il a vécu en ermite, en bas dans une grotte. Il aurait accompli quelques miracles. Et le village, pour sa reconnaissance, a pris son nom. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça s'appelle Saint-Émilion. Saint-Émilion, ce jeune Émilion. Là, on arrive pour voir un des joyaux du village de Saint-Émilion. C'est l'église monolithe de Saint-Émilion, creusée d'un bloc dans le rocher, au cœur de Saint-Émilion. C'est de la pierre, du calcaire, c'est du dur. Fin 11e, début 12e, commandité par un notable Castillon qui a fait extraire la pierre et qui la revendait sur le marché. Ah, c'est-à-dire qu'il creusait en même temps, il faisait du business en revendant ses pierres? Tout à fait. Et pour quelle raison ce monsieur a eu envie de creuser, de faire une église de la sorte? Il était parti en croisade vers Jérusalem, où il a vu des églises du même style, creusées dans le rocher, et il a voulu refaire la même chose ici, et puis laisser des traces peut-être de son nom. C'est immense. Je m'attendais à une petite chapelle à l'intérieur. Non, c'est vraiment grand. Et quand tu penses qu'ils ont creusé ça en 50 ans, ils ont creusé cette église.
Maintenant, on va se diriger vers un festival. Ouais. Voilà, et on va y aller avec Mélodie en tuk-tuk. Bonjour. Voilà, je Excellent. te présente Mélodie. Ça va François? Bonjour Mélodie. Bonjour. Enchanté. Enchantée. Je vous invite à bord de mon carrosse. Très bien. Très bien. Installez-vous. Allez-y, chère princesse. Attention à votre tête en montant. Ah, ça va être sympa, on va pouvoir voir les propriétés et les châteaux en repartant. Alors. Exactement. C'est Estra. C'est parti. Toi, Mélodie, qui fait voyager avec ton tuk-tuk tous les jours des dizaines de touristes du bout du monde, qu'est-ce qui surprend le plus les gens ici en venant là? Alors moi je dirais c'est que les gens quand ils arrivent ici ils sont assez surpris par le charme de la cité. Surpris par l'histoire aussi. Une cité très ancienne qui a été découverte au 8e siècle et les gens n'en reviennent pas. Il y a tous les châteaux. Il y a une flèche dans l'autre sens avec cimetière. Ça, c'est pour ceux qui ont abusé. La bâtisse marron que vous avez en bordure de route avec les cloches dorées, eh bien c'est donc le château Angélus. Je sais pas si tu les vois, les cloches. Alors il paraît que le château Angélus est capable de faire sonner les hymnes de 150 pays avec ses cloches. Ce qui explique le nombre de nationalités différentes qui doivent venir ici visiter régulièrement. Environ 1 million. Wow. 1 million de visiteurs par an, chaque année. On t'aurait dû me dire d'emmener mon maillot, je savais pas que tu m'emmenais à la plage. Non, Jérôme, je t'amène au premier festival de Saint-Seurin-sur-l'Île, qui rassemble plein de jeux et sports traditionnels. Des grosses festivités, parce que je vois qu'il y a une scène, des stands un peu partout. Et je vais te faire découvrir aussi les rouleurs de barrique. C'est quoi ça? Les rouleurs de barrique, c'est la façon dont on doit déplacer une barrique et assez vite. D'accord, Voilà. c'est un sport, c'est quoi? Il n'y a plus qu'une seule association qui pratique cette activité. D'accord. Nous avons des petits qui roulent des grandes barriques de 30 kg, 35 kg. Les petits sont contentants de barriques de 15 à 20 kg. Nous avons donc ce que nous appelle la chenille. Et François, est-ce que toi, quand tu déplaces tes barriques, tu fais comme ça? Je fais comme ça, mais beaucoup moins vite. Regardez bien, mesdames et messieurs, nous n'avons pas le tambour, mais il va se passer des choses assez extraordinaires. Ouais, bravo. C'est assez étonnant de cette pratique. C'est un sport, c'est quoi au juste? Depuis qu'existe une barrique, elle a été roulée. D'accord. Donc soit par le viticulteur, mais bien avant par celui qui la fabrique, le tonnelier. D'accord. Et autrefois, les dockers roulaient les barriques sur les quais, uniquement quand elles étaient vides, bien sûr. Ils roulaient de cette manière-là. Et nous, on a repris ce flambeau un peu en 91, monté le club en 92. Et depuis, on tourne un peu partout en France et un peu à l'étranger. C'est super de faire perdurer cette tradition que moi, je n'avais jamais vue. Bonjour. Félicitations, Ambre. Hein? On était impressionnés avec François de te regarder faire. Depuis combien de temps tu fais ça? Depuis 4 ans maintenant. Et alors, de tourner cette barrique, ça t'a mis combien de temps avant d'arriver à le faire? Pas très longtemps. Ouais? T'étais doué alors? Oui, oui, oui. Au moins. Tu m'apprendrais? Oui. Ouais, c'est vrai. Allez, on y va. On va pousser Allez. dans ce sens-là. La main gauche, elle va venir chercher là. Ouais. Et ainsi de suite. Comme ça. Ouais. Je roule, je roule. Bien. Super. Ah bah, le professionnel est derrière. Mais parce que la barrique n'a pas son équilibre. Il faut trouver le point d'équilibre, comme tu dis. Ni trop devant, ni trop derrière. Pour moi, c'est lourd, j'imagine pour toi. Non, Comment ça tu va. fais? Bah, Fais voir moi, tes muscles je un peu. roule. Incroyable. Je la roule, moi. Oh là là. Vas-y, montre-moi comment tu fais. Roule, moi. Ah, franchement, bravo. Hein. S'il y a des Jeux Olympiques, à mon avis, hein, tu vas être médaillé. Hein. Peut-être. Eh bien, écoute, je te le souhaite. Ciao, Ambre. Merci. Au revoir. Un grand merci à toi, François. Après le ballon dans l'air, je te propose de t'offrir un petit ballon de rouge pour te remercier. Oui, Jérôme, Allez, on y va. Ça marche. Bonne continuation.
C'est une institution. Depuis sa création en 1984, le marathon du Médoc est devenu un rendez-vous incontournable du monde des marathoniens. On fait le Médoc comme on fait Londres ou New York. Au détail près qu'ici, les coureurs traversent les propriétés des plus grands crus du Médoc. On va pas faire un chrono, on a 6h30 pour finir. Les années précédentes, on a mis plutôt entre 6h30 et 5h30. C'est un peu une folie, mais il y a du monde sur tout le parcours et à chaque fois, on a des encouragements, on a des sourires et ça nous permet d'avancer. Maximilien, Najib, Philippe et leurs copains participent pour la 4e fois au marathon. Cette année encore, le pari est osé. Maximilien et sa bande devront courir 42 km 195 tout en poussant leur char, un manège. Car pour participer au Médoc, il faut être déguisé. Et cette année, le thème, c'est la fête foraine. Le départ est lancé. Canetons, clowns, licornes s'élancent à l'assaut des vignobles du Médoc. Au même moment, à 30 km de là, au château Félan-Ségur, on se prépare à recevoir les marathoniens. L'excitation est palpable. Dominique Laréba dirige la 60aine de bénévoles présents pour mettre en place les tentes de dégustation. Merci à tous d'être là aujourd'hui au château Félan-Ségur pour la 34e édition du marathon du Médoc. Nous sommes cette année au 34e kilomètre. Nous allons recevoir 8500 coureurs. On y va parce qu'on a du boulot. Dans 1 heure, il faut qu'on soit prêt. Merci. Il en reste ? Le moindre détail compte. Nous essayons tout au long de l'année de recevoir avec un certain niveau d'excellence, le plus haut possible. Et on ne peut pas, le jour du marathon, déroger à cette règle. Donc oui, le moindre détail compte. Cette année encore, une vingtaine de châteaux ouvrent leurs portes aux coureurs. Alors, pour les 8500 participants, les tentations sont nombreuses. C'est sur ce concept que le marathon du Médoc a bâti sa réputation, celle d'une course unique et festive. C'est chaud là. Au 20e kilomètre, on retrouve Maximilien et l'équipe du château Livran. Ils sont à pied d'œuvre pour regonfler leurs bouteilles. Là, on a pas mal de soleil comme il y a 2 ans. Ça tape bien. On est un peu plus porté sur l'eau que sur le vin. Et là, il reste 22. Là, c'est la partie du parcours qui est un peu plus sympa parce que le début avec les graves, là, avec beaucoup de monde, c'est pas facile avec le chien. Mais on rigole bien. On rigole bien. Au même moment, quelques kilomètres plus loin, au château Félan-Ségur, la fête bat son plein. Parce qu'on est quand même une presqu'île ici. Donc on est finalement, surtout à Saint-Estèphe, on est plutôt assez éloigné de Bordeaux. On est quand même à 50 km au nord. Et en fait, ça contribue quand même beaucoup à cette vie locale et au fait que on fait vivre notre région. On essaie de servir un millésime qui s'adapte aux conditions. Parce qu'il fait chaud, les gens ont couru. Donc on sert toujours un millésime qui va être très fruité, très léger, de façon à ce que les personnes ici en profitent. À l'approche des derniers kilomètres, la fatigue commence à se faire sentir. La chaleur est torride et au stand des huîtres, on fait carton plein. Le blanc, oui, du blanc, vous en avez là. Allez. Ah, super. Vous êtes gentil. Voilà. Petit vin blanc, des huîtres qui viennent du Ferré depuis ce matin. On en a ouvert 18 000 quand même. 18 000 rien que pour vous. Ah bah c'est gentil. Donc allez-y, faites-vous plaisir. C'est vrai que le stand des huîtres, ça reste quand même le stand, pas mythique, mais le stand de la récompense. Où en fait, l'huître, ça contient certains éléments iodés, des sels minéraux, et c'est frais. Donc ça leur met un petit coup de fouet pour finir l'arrivée. Les premiers passeront la ligne d'arrivée en moins de 3 heures. Maximilien, Najib et leur équipe termineront leur marathon en 5h56. Contents d'avoir atteint leur objectif, ils seront de retour sans faute l'année prochaine.
T'es en pleine création, Brice. Bonjour Jérôme. Ça va bien? Comment vas-tu? Très bien. Bon, je vais te rencontrer. Mais moi aussi, je suis content d'être là. Ouais. Et de découvrir en plus la ville là, au lever du jour, sur les quais. Dans les bonnes conditions. Ouais, très bonnes conditions. Puis on va aller se promener un peu sur l'eau. Ouais, on va aller sur la Garonne. Et on va aller sur la Garonne, ouais. Toi, ton domaine, c'est bon, bien sûr la photographie au sens large, mais principalement les vignerons et leurs vignes. Absolument, Ouais. c'est souvent les pieds dans la vigne. Oh, quel boulot difficile, très quel difficile, enfer. c'est pas désagréable. Allez, Bon, on y va. Ça marche. On va se régaler, ils annoncent vraiment une belle journée. Hein. Oui, ça devrait bien se passer au niveau météo et lumière. Capitaine. Salut. Merci, ravi d'être sur votre vedette. Salut Guillaume. Tout ce que tu vois devant nous, c'est le quartier historique des Chartrons, là où se trouvaient et se trouvent encore des chais des négoces bordelais. Il y a beaucoup de ces bâtiments-là qui sont d'anciens chais, alors qu'ils ont été réaménagés maintenant. Mais historiquement, c'est de là que partaient les bateaux, qui chargeaient les barriques remplies de vin, évidemment, puis qui repartaient, qui remontaient l'estuaire et qui partaient en Angleterre pour la plupart. Et la ville de Bordeaux s'est principalement développée avec le vin. Ah, complètement, ça a été un facteur d'essor, évidemment, très très important pour la ville. Ouais. C'est le pont Chabandelmas, ça? Ça, c'est la dernière merveille de Bordeaux, qui est un pont. On a très longtemps hésité à faire ce pont parce qu'il bloquait les paquebots qui viennent en centre-ville. D'accord. Et donc, ils ont choisi de faire un pont qui se lève, tu vois, qui monte jusqu'à 47 mètres de haut. Ah oui, on voit le système. C'est comme un système d'ascenseur. Et là, ce qu'on aperçoit, c'est la Cité du Vin. D'accord. C'est encore plus récent, 2016. Ouais. L'inauguration. Faut que je trouve un moment pour aller quand même jeter un œil. Tu peux pas rater ça, Ah oui, c'est incontournable maintenant. On arrive sur les fortifications de Vauban et la citadelle de Blaye. Et ce qu'il faut bien comprendre, si tu veux, c'est que quand Vauban a construit la citadelle de Blaye, il l'a construit comme une véritable ligne de défense sur l'estuaire. C'est une espèce de verrou qui pouvait contrôler complètement le passage. Elle est très très impressionnante. Et alors tu vois, on voit bien, Jérôme, ici les strates calcaires qui sont caractéristiques de cette rive droite, qu'on trouve dès le départ ici et puis qu'on retrouve après dans les vignobles à l'intérieur des terres. Et ces variétés de sol, là, calcaire, les graves de l'autre côté, font que ça donne des terroirs différents et que le vin, même s'il est produit dans un espace très, très proche, ces vins sont aussi différents. Tiens, Jérôme, regarde. Tu vois, là, on sort de la Garonne et on arrive sur la Dordogne. C'est la zone de confluence entre la Dordogne et la Garonne. Oui, on voit, il y a deux bras, Et la Gironde est créée par l'union de ces deux fleuves, Garonne et Dordogne, qui se rejoignent ici. Exactement, c'est ça que l'on appelle estuaire de la Gironde. Les scientifiques considèrent que l'estuaire, c'est partout où on ressent l'effet de la marée. Et cette eau est si trouble parce que ce sont toutes ces origines différentes des deux fleuves et de la mer qui se retrouvent. Tout ce que la Dordogne transporte, tout ce que la Garonne transporte est bloqué sur au moins 50 km de long par cet effet de marée. Et donc le tout se retrouve en suspension. C'est ça qui est à l'origine de la création des îles. Et un jour, on n'aura plus d'estuaire, on aura un delta, comme le delta du Nil. Et on aura plein de petits bras comme ça pour aller en mer. Alors ce que je vous propose, c'est de faire une petite escale sur l'île de Patiras, qui offre un magnifique point de vue sur l'archipel des îles. D'accord. Ah, on a un beau point de vue là. Bonjour. Bonjour Jérôme, enchanté. Bonjour Marianne. Bonjour Jérôme. Bonjour. Donc c'est vous les maîtres des lieux, donc on vous suit, c'est ça? On y va. Allez. Donc vous vivez ici tous les deux? Exact. Un peu plus de 8 mois par an. Ah oui, quand même. C'est étonnant quand même de se retrouver là, non? Alors une femme qui devient gardienne de phare, ça c'est parce que mon patron a bravé un interdit, un décret napoléonien qui demandait à ce que les femmes ne soient pas gardiennes. D'accord. Oh, il l'a bravé. C'est moi le patron. Oh, dis donc, mais il faut pas faire ça. C'est très bien, oui. C'est vrai que moi, j'avais jamais rencontré de gardienne de phare. En quoi c'est spécial de vivre ici? Ici, le temps s'écoule différemment et c'est un peu le but aussi qu'on a. C'est ce qu'on essaie de faire acquérir aux visiteurs, qu'ils oublient le temps, qu'ils oublient leur montre, leur téléphone, le temps d'une petite escale sur l'île. Ce qui est fort aussi, c'est la vue qui est là-haut et je pense que ça vaut le coup d'aller voir. On va monter. Ça y est. Vous avez la santé, hein? Vous avez suivi? Ah, quelle vue, ouais, ça vaut le coup. Ah, c'est avec un panoramique à 360 comme ça, c'est très rare déjà.
Puis la variété de couleurs, regarde ça surtout. Ouais. Alors ce phare qui a aujourd'hui une vocation plus touristique a été un phare qui éclairait jusqu'à quand? Il a fonctionné pendant une centaine d'années, jusqu'en 1992. Donc c'est pas très vieux. Il y avait encore de la lumière au phare de Patiras. C'est un insatiable runner d'images comme ça. Bah, tu sais, ça t'inspire vraiment beaucoup cette région. Hein. Oui, ça m'inspire et puis il faut profiter de toutes ces occasions parce que voilà, c'est quand même assez unique d'être là. Et quand on n'est pas du coin et qu'on n'est pas des métiers du vin, comment on fait pour faire sa place? Enfin, j'ai une phrase que j'aime beaucoup de Joseph Koudelka qui disait qu'être photographe, c'est être accepté. Et que pour être accepté, il faut donner du temps. Ce lien-là, tu le crées justement pas en venant faire des photos que pendant les vendanges, quand il fait beau et que tout le monde est content et que les raisins sont beaux, mais en venant aussi trimer en hiver quand il fait très froid et que tout le monde trouve que c'est très dur, et d'être là aussi et d'accompagner ces gens dans les vignes et de passer du temps avec eux. Et c'est là qu'ils se rendent compte que bah oui, tu fais un métier qui va raconter leur vie et tu vis dans les mêmes conditions qu'eux. Voilà. Alors écoute, j'ai demandé à Guillaume de nous débarquer ici parce qu'on a rendez-vous dans une propriété de Margaux chez qui je dois faire des photos et j'ai pensé que ça serait amusant que tu vois ça et qu'on fasse ça ensemble éventuellement. Plaisir. Très bien, bonne idée. Et le voilà, ce beau carlet. Il est tout neuf. Ce qui est assez rare parce que généralement, les carlets sont plutôt, si je puis dire, dans leur jus. Voilà, Nicolas et Alice. Nicolas, je te présente Jérôme. Bonjour. Salut Jérôme. Et Alice, Nicolas. Enchanté. Enchanté. On avait prévu de faire quelques photos aujourd'hui pour illustrer le carlet tout neuf. Alors quel est le lien entre ce carlet et la propriété? On reçoit pas mal d'amis qui viennent visiter la propriété, à qui on explique notre terroir, parce que c'est quand même le plus important. Et que le terroir commence ici, véritablement. Et après, quelques centaines de mètres plus haut, on attaque les argiles, puis les graves, mais qui ont été déposés par le fleuve. Donc on commence ici pour aller jusqu'à la propriété. Nicolas, si tu es d'accord maintenant, je te propose qu'on aille faire les photos dans les vignes, les vues où tu goûtes le raisin notamment. Dégustation d'avant-vendange. On peut les se mettre par là. C'est une grande propriété, là. Tu as combien d'hectares? 75 hectares ici. Voilà, et donc là, on est au cœur du vignoble historique, sur les plus belles groupes de graves, sur lesquels on fait pousser des merlots et des cabernets sauvignons, et qui fait le terroir magique de ces grands vignobles-là. Notamment Margaux, ici. Il est à maturité, là, ton raisin? Tu vas le vendanger quand? D'ici encore un bon mois. À propos de vendange, Nicolas, on fait quelques images où tu goûtes, tu vérifies la maturité. Oui, très bien, bien sûr. Par ici, c'est pas mal, on a la propriété derrière. Encore ce geste-là. Impec, c'est bon pour moi. C'est quotidien en ce moment de goûter le raisin au moment des vendanges? C'est vraiment le moment le plus important. La date de vendange, qui est déterminée par la maturité du raisin, c'est comme quand tu cuis ta viande. Si tu l'aimes saignante et tu la restes 5 minutes de plus, c'est raté. Donc la date de vendange, c'est critique. Et donc cette dégustation de la baie de raisin, elle est clé parce que, si tu veux, il y a la sucrosité, évidemment, qui va te donner de l'alcool, il y a l'acidité, qui va être déterminante pour la vie qu'il y a dans le vin, et ensuite il y a la maturité phénolique qui se trouve dans la pellicule. C'est la peau, quoi. Le jus, on s'en tape un peu, si tu veux, puisque c'est dans la peau que se trouvent les tanins, la couleur et une grosse partie de l'aromatique. Oui. C'est fou, la technicité que ça est. Moi, je suis très, très content d'apprendre plein de choses grâce à vous deux. Aujourd'hui, en une journée, là, c'est très condensé, quoi. 2000 ans d'histoire, intimement liés au vin, ont façonné les paysages de Gironde. Châteaux, bastides, chartreuses ont été construits au milieu des vignes, faisant du Bordelais une région au patrimoine exceptionnel. Au château Boutinet, ou plutôt ce qu'il en reste, ce sont les ruines du XVIIIe siècle au cœur de 23 hectares de vignes, de bois et de prairies qui ont séduit Jérôme et Nathalie. Ils ont craqué pour ces vieilles pierres. Et c'est avec enthousiasme qu'ils le font découvrir à leurs amis. Là, ici, nous allons probablement faire tomber la façade ici, de manière à pouvoir récupérer les pierres de corniche et les encadrements de fenêtres pour refaire la façade principale depuis là-bas. Tout ça dans un délai de combien? Alors, sur le papier, on s'est fixé 2030. Oui. En fait, ça dépend de combien de bouteilles tu vas acheter. Tu veux combien de palettes? Il faut emmener des amis, on a bien compris. Voilà, t'as tout compris. Le couple a acheté de la pierre, mais aussi un terroir. Car en Gironde, tout château qui se respecte doit avoir sa vigne.
Ici, il y a toujours eu des vignes. Et on retrouve en 1769, non pas une première étiquette, mais en tout cas une mention du domaine de Boutinay, qui produit 40 tonneaux de blanc. Donc ici, en fait, on produisait du blanc. Jérôme et Nathalie font aujourd'hui du vin rouge en bio. À leur manière, ils ont décidé d'écrire une page de l'histoire de leur région et ont des projets plein la tête. On espère avoir grosso modo une chambre d'hôte par fenêtre, de manière à pouvoir accueillir un petit peu de monde. Ensuite, il y aura un petit salon pour les dîners, pour les repas, avec un petit coin lecture dans le bas de la tour. Les plans sont déjà bien avancés. Il ne reste plus qu'à boucler les financements, quoi. C'est notre projet de vie. Il est important, je pense, dans la vie d'avoir des projets. Et j'ai l'habitude de dire, nous, au moins, on est tranquille pour les 40 prochaines années, quoi. C'est pourquoi on se lève le matin. Ils sont nombreux en Gironde à racheter des domaines viticoles. Et depuis une dizaine d'années, ce sont des hommes d'affaires chinois qui investissent. 140 propriétés viticoles sur les 7000 que compte le Bordelais appartiennent à des Chinois. Le château Fauchet a été vendu en 2017 à une société chinoise par Karine Maxwell, une agent immobilier spécialisée dans la vente de domaines viticoles. Un an après, elle en refait le tour avec Hugo Tian, l'actuel propriétaire. On est en train de voir la possibilité de casser ce mur-là en créant un passage pour faire vraiment une grande suite, une suite royale. Et aussi, on va créer une petite chambre pour les femmes, pour les toilettes, se maquiller. Exact. Ouais. On est en train d'avancer là-dessus pour trouver un bon compromis entre le style français, vraiment très profond, très ancré, avec aussi peut-être quelques touches chinoises. C'est ce qu'on cherche. Devenir châtelain, c'est un signe de réussite envoyé aux amis et aux relations d'affaires. Surtout qu'en Chine, les Bordeaux bénéficient d'une réputation prestigieuse. On a fait une première estimation, c'est pas loin de 3 millions. 3 millions, oui. 3 millions d'euros. C'est uniquement pour la restauration, hein. Oui. Parce que le chai aussi, il faut rénover. Nous avons des châteaux dans tous les prix, ça commence autour d'1 million jusqu'à 50 millions, voire plus. Il y a toujours eu à Bordeaux des étrangers qui sont venus à travers les siècles, des Irlandais, des Anglais, des Hollandais. Donc ça a toujours existé depuis des centaines d'années. Mais le patrimoine reste ici, il est toujours français, il est ancré dans l'histoire française. Il n'est pas emporté, il reste là. Le patrimoine bordelais a traversé l'histoire. Il est aujourd'hui plus vivant que jamais. Depuis plusieurs années, les châteaux se sont lancés dans une course à la modernité. Ils ont fait transformer leurs chais en œuvres d'art par des architectes de renom. En 2013, la famille Fayat, propriétaire du château La Dominique, se lance dans la rénovation de leur domaine, situé en plein cœur du vignoble de Saint-Émilion. Ils font alors appel à l'architecte Jean Nouvel. Ce bâtiment, c'est le cuvier du château La Dominique. Et ce bâtiment vient s'incruster, s'encastrer dans l'ancienne bâtisse du château La Dominique qui date du XVIIIe siècle. En haut, le rouge est d'un rouge assez vif, assez rubis, qui rappelle en réalité la couleur des vins très jeunes qui sont sortis de terre et qui rappellent ici à Bordeaux les vins qu'on présente en primeur. Et les couleurs, les nuances du rouge, plus on descend vers le sol, plus cette couleur de rouge se part de nuances plutôt orange, plutôt tuilées, qui là rappellent la couleur d'un vin qui est en train de vieillir. Le nouveau chai du château La Dominique s'inscrit parfaitement dans la continuité de l'histoire et des paysages du vignoble de Saint-Émilion. Classé au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1999. Dans l'esprit de ce classement UNESCO, il ne s'agissait pas du tout de figer Saint-Émilion et la juridiction de Saint-Émilion dans une certaine époque du village, en l'occurrence de l'époque médiévale, mais au contraire de montrer à quel point c'est la viticulture qui avait notamment façonné ce paysage. Donc il est question pour l'UNESCO, au contraire, de montrer que ce paysage est dynamique et vivant et tourné vers l'avenir. Au fil des siècles,
Le travail des vignerons a imprimé une profonde empreinte sur le Bordelais. Témoignage d'un héritage encore bien vivant aujourd'hui. Quel ingrédient est nécessaire à la préparation du fameux cannelé bordelais, mais inutile à la fabrication du vin? Le blanc d'œuf, le jaune d'œuf, les levures ou le poivre? Le jaune d'œuf? Et c'est une bonne réponse, puisque dans le vin, on n'utilise que le blanc d'œuf pour ce qu'on appelle le collage. Voilà, très bonne réponse. Et bonjour. Enchanté, Jérôme. Vous étiez en train de faire quoi? Vous discutiez âprement de vin? De vin, oui. En fait, on est en train de tester un quiz qu'on a mis en place sur une application mobile de vin, avant que les internautes puissent l'utiliser. J'imagine que c'est pour la décoration, parce qu'il est un peu tôt quand même là. Oui, un petit peu tôt, oui. Je peux m'asseoir avec vous? Bien sûr, prends une chaise, installe-toi. Donc le site internet c'est toutlevin.com, c'est un site d'information en fait sur le vin. Et le quiz en fait est là pour tester un petit peu les connaissances de nos internautes. D'accord, et c'est uniquement sur les crus bordelais ou c'est sur tout le vin du monde, on va dire? C'est tout le vin du monde, donc on en a développé 4. Un qui est spécifique sur Bordeaux, celui qu'on était en train de tester. On en a un sur la Bourgogne, un sur les vins du monde et un sur le monde du vin en général. Et on en développe en fait régulièrement. Donc ça veut dire que c'est une vraie secte de femmes qui s'intéressent au vin, qui sont des connaisseuses, c'est super, je trouve ça chouette en tout cas. Mais oui, dans un monde très masculin, historiquement on va dire, c'est important d'ajouter une petite touche de féminité. D'accord. Et Jérôme, je te propose de visiter notre belle ville. D'accord, super. Merci les filles, à la semaine prochaine. Bon courage en tout cas, bonne journée. Là, nous allons passer sous la porte d'Igeau. Dijon? Oui. Comment tu écris ça? D-I-J-E-A-U-X. Rien à voir avec le digestif, hein? Non, rien à voir. Il reste beaucoup de portes comme celle-ci? Il en reste 6 et c'est ce qui délimitait en fait l'ancienne ville de Bordeaux. Tu connais bien la ville de Bordeaux, mais je ne reconnais pas l'accent du coin. Tu es d'où, Charlotte, toi? Je suis un petit peu plus haut, moi je viens de Charente. Ça fait 14 ans que je suis sur Bordeaux. Et j'ai rencontré pas mal de propriétaires viticoles sur des propriétés familiales et ça m'a donné envie de faire des choses pour eux en fait. Donc j'ai monté mon propre site, les itinéraires de Charlotte. Et après, toutes mes expériences professionnelles se sont faites dans le vin et ça c'est vraiment chouette. Super parcours du coup. Ouais, grand parcours. Autodidacte un petit peu dans le vin finalement. Complètement. Bonjour. Bonjour, madame. Que puis-je faire pour vous? Alors, j'aurais voulu prendre 6 cannelés, s'il vous plaît. D'accord. C'est vraiment un gâteau emblématique. Oui, hein. vraiment. Bonjour, Luc. Ça va? Tu vas bien? Ça va et toi? Impeccable. Je te présente Jérôme. Enchanté. Bonjour, grand maître alors. C'est comme ça qu'on doit vous appeler? Exactement. Alors, chacun a sa petite version de l'histoire des cannelés, plus ou moins, on va dire, farfelue. Moi, je veux la version officielle. Alors, la version la plus probable, ce sont les sœurs de l'Annonciade de Bordeaux qui faisaient des petits gâteaux pour les nécessiteux. Et donc, les matières premières, elles les récoltaient sur les quais de Bordeaux. De par le commerce triangulaire, on avait des produits exotiques, notamment le rhum et la vanille. Ouais. Et avec ça, elles faisaient le fameux cannelé. Et avec un vrai lien avec les vins de Bordeaux. Puisqu'en fait, dans la recette du cannelé, il y a des jaunes d'œufs. Et dans le vin, on utilise le blanc d'œuf. Quand on produit du vin, toutes les petites impuretés vont se mettre dans le blanc d'œuf pour tomber au fond et permettre au vin d'avoir ce côté limpide et sans dépôt. D'accord. Voilà, et donc forcément, les viticulteurs, les vignerons avaient beaucoup de jaune d'œuf et ils ne savaient pas forcément quoi en faire, donc les religieuses le récupéraient. Et... Voilà, une aubaine pour les religieuses. Exactement, oui. Bon, Luc, je pense que c'est le moment. D'accord, bien. J'ai une petite surprise pour vous. Ne bougez pas. Un cannelé géant? Ouais. Non, qu'est-ce que c'est? Je ne te dirai rien. Non. Oula. La confrérie au grand complet. Ah oui, il y a du monde. Bonjour, messieurs. Enchanté. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Je vois les sourires, tout le monde est content de la petite surprise. Ok, ça va, on y va. La création de la confrérie du cannelé de Bordeaux en l'an grâce 1985 représente pour la profession un héritage historique et bienheureux. Il n'y a de bon vin que celui de nos coteaux, il n'est de bon gâteau que le cannelé de Bordeaux. D'accord.
Merci. Jérôme, vous venez de déguster le Canet de Bordeaux. Est-il bon? Je suis obligé de dire oui, c'est ça. Il est très très bon. À partir de ce jour, promettez-vous d'en parler et de le défendre en toutes circonstances, d'en propager sa renommée. Oh, j'ai des obligations. Je le promets. En foi de quoi, vos réponses m'ayant satisfait, je vous nomme, moi, grand maître, membre de la confrérie du cannelé de Bordeaux. Oui, c'est très sérieux, hein. Jérôme, je vous remets le diplôme de la confrérie des cannelés. Merci beaucoup, je suis honoré. Fier, très honoré. Alors regarde Jérôme, juste devant nous, la magnifique structure de la Cité du Vin. On m'a dit que ça ressemblait un peu à une carafe, c'est ça le concept? Ouais, alors chacun a un petit peu son interprétation. Moi, je suis plutôt d'accord. J'aime bien me dire que c'est une belle carafe à vin. Alors, je vais te présenter Elodie. D'accord. C'est l'une des sommelières de la Cité du Vin. Ok. Bonjour Elodie. Salut Charlotte. Tu vas bien? Oui, très bien, top. Impeccable. Je te présente Jérôme. Super. Bonjour, enchanté. Bonjour Jérôme. Ce qui est bien avec Charlotte, c'est que toutes les personnes qui gravitent autour d'elle et qui aiment le vin sont des femmes. Ah ben, c'est comme ça que ça C'est rare et assez agréable pour moi. On est vraiment un équipement culturel unique au Mans, puisqu'on est dédié au vin en tant que patrimoine culturel, universel et vivant. Ouais. Et l'idée vraiment, c'est de découvrir des vins, pas seulement de Bordeaux. On est vraiment la cité du vin en fait à Bordeaux, mais non la cité du vin de Bordeaux. Et vous allez découvrir vraiment des vins du monde entier. D'accord. Et il n'y a pas très longtemps, on a passé d'ailleurs le millionième visiteur du coup. Donc, oui. on est quand même très contents depuis maintenant juste 2 ans, plus de 2 ans d'ouverture. Et j'imagine que vous avez eu de quoi l'arroser correctement. Hein? Tout à fait, exactement. Oh, alors là, il y a des tables interactives. Tout à fait, c'est la table des terroirs. Donc là, on découvre en fait vraiment différents panoramas, différents terroirs du monde entier, avec vraiment une interaction directe avec un vigneron. Donc si là, je passe ma main dessus, je parle à Juan Carlos Rodríguez de la Calle et qui va nous parler de son vignoble. Quisiera expresar un poco cuál es la peculiaridad de nuestra comarca. Alors là, c'est vraiment ma partie préférée. C'est vrai? Ouais, c'est un véritable voyage olfactif en fait avec une mise en scène que je trouve incroyable. Alors je teste, j'appuie sur la petite poire. Ouais. Café en effet. Ce sont des odeurs qu'on retrouve nécessairement dans la dégustation des vins. Tout à fait. En fait, c'est vrai que là, on veut un peu reproduire ce que l'on retrouve dans la dégustation. On fait appel à nos émotions aussi, à notre mémoire olfactive. Donc là, c'est vraiment un voyage un petit peu sensoriel. Ouais, c'est plus citron, zeste. Là, on veut vraiment mettre en avant les différents arômes qu'on peut obtenir, soit de fruits frais. Tu peux shooter, moi, d'accord. Enchaîner des odeurs différentes comme ça, c'est un peu enivrant sans l'alcool du vin. Mais en tout cas, ça doit plaire aux enfants parce que c'est super ludique comme système. C'est très ludique en fait, c'est vrai que ça parle beaucoup. Et là, on arrive sur le Belvédère avec une sélection de vins du monde et également des vins français. Merci. C'est bien. Ouais, c'est très clair. C'est un vin jeune. C'est un vin jeune, voilà. Ce n'est pas un vin, comme on dit, liquoreux ou moelleux. Tout à fait. Pétrus, Cheval Blanc, Mouton Rothschild, autant de noms évocateurs qui ont fait la réputation des Bordeaux dans le monde entier. Derrière ces appellations prestigieuses se cache un système de vente ultra rodé. Bienvenue dans les coulisses des grands vins bordelais. À Bordeaux, derrière les façades des immeubles, on vend du vin. Les courtiers ont accès en temps réel au cours des vins de Bordeaux. Là, il y a un fournisseur qui m'a envoyé un dossier, un fichier avec plusieurs lots de vins. Et moi, j'ai sélectionné cette ligne là de Lafite Rothschild. Il y a 240 bouteilles de 2015 à 515 € la bouteille. Donc il y a 2 ans, le vin se traitait aux alentours de 420 € et actuellement, les transactions peuvent monter jusqu'à 543 €. Donc
515 €, c'est un bon prix. J'ai un lot sympa là de Lafite 15. T'en as encore un petit peu en stock ou pas? Je pense que c'est une très bonne affaire pour toi. Dans le bureau de courtage Lévesque et Associés, les courtiers sont spécialisés autour des grands crus classés. Hugo, c'est bon, tu as pu finir la transaction Oui, c'est bon. Sur les Lafite. J'ai vendu les Lafite à Rémi. Voilà. Les Lafite 15. Oui, 240 bouteilles. On a coutume de nous appeler les notaires du vignoble, mais le notaire du vignoble, c'est parce que nous sommes proches à la fois des négociants et des propriétaires et que nous avons un rôle de modérateur dans ce marché. Le producteur cherche à valoriser, et c'est bien normal, au maximum sa récolte. Le négociant tient à préserver des marges pour faire tourner son entreprise. Les châteaux de Saint-Émilion font appel depuis toujours au service des courtiers. François Lévesque va régulièrement sur le terrain. Pour lui, il est important de bien connaître les vins qu'il met en avant. On est dans des vignes qui sont traitées en bio, et ce qui explique l'herbe, etc. Voilà. Pas de pesticides. C'est sympa aussi d'aller sur place parce que il y a des terroirs qui répondent mieux que d'autres, et c'est important de savoir là où sera le bon vin l'année prochaine, ou le très très bon vin l'année prochaine. Parmi ses clients, François Lévesque compte un des plus grands crus de Saint-Émilion, le château Ozone. Je suis parti pendant presque un an à New York chez un importateur. Et un jour, mon père, qui était courtier, m'a demandé de revenir travailler avec lui. J'ai accepté, mais je ne voulais pas faire la même chose que lui. Et j'ai voulu me spécialiser dans les grands vins. Parce qu'à l'époque, déjà, début des années 80, on voyait beaucoup de vins arriver sur le marché d'Australie, d'Argentine, du Chili. Des vins qui étaient bien faits et qui étaient surtout faits à moindre coût. Et donc ça devenait très difficile pour Bordeaux et sa région de rivaliser. Grâce aux courtiers et aux négociants, les grands crus de Bordeaux se sont bâtis une solide réputation dans le monde entier. Une réputation qu'ils cherchent à tout prix à conserver, et notamment auprès des critiques d'œnologie. Car ces derniers ont le pouvoir d'influencer la vente des millésimes. Le château Angélus, un autre premier grand cru classé A de Saint-Émilion, accueille régulièrement Bernard Burchi, critique de vin. Les critiques de vin sont des influenceurs. Un critique écrit pour un public, donc dont il imagine le goût, et du coup, il influence le marché parce que les producteurs, ils vont aller dans cette voie pour faire les vins qui se vendent. Parce que vous avez beau faire le plus beau vin du monde, s'il ne se vend pas, vous êtes dans une impasse. Et pour vendre du vin, il faut aussi savoir le présenter. Depuis toujours, l'étiquette remplit ce rôle. C'est la vitrine des vins de Bordeaux. La première communication, c'est l'étiquette, vraiment, c'est la base de tout. C'est la pièce d'identité, c'est la carte de visite de la propriété. Au sein de leur studio, Stéphanie et Sophie Javel créent ou restaurent des étiquettes. Des étiquettes qui racontent une histoire. C'est toujours différent suivant la personnalité du propriétaire, suivant la personnalité du lieu, toute l'histoire de ce lieu, avec tous les gens qui sont passés au fur et à mesure du temps. Pas question pour autant de révolutionner la forme des étiquettes des vins de Bordeaux. Dans l'étiquette de vin de Bordeaux, il y a vraiment des codes que l'on maîtrise bien, que ce soit avec gravure ou sans gravure, le travail de la lettre, l'agencement dans l'étiquette, les blancs qui circulent sont vraiment typiques au Bordelais. On a vraiment une force et une classe dans l'étiquette de Bordeaux qui est, on va dire, enviable dans le monde entier. On nous copie, on travaille maintenant pour la Chine, puisqu'on a pas mal de propriétaires chinois, et ils veulent vraiment que ça fasse bordelais. Pour faire ressortir la précision de son travail, Stéphanie fait appel à un imprimeur qui utilise une technique ancestrale, la taille douce. Ce procédé de gravure rend l'étiquette unique et prestigieuse. Et là, ça n'a pas l'air mal du tout. L'impression, c'est un moment clé, effectivement, puisque c'est la naissance du produit, c'est la naissance de l'étiquette. Donc c'est primordial. C'est vraiment la création aboutie grâce à l'impression. Pour Stéphanie, le moment est décisif.
D'autant qu'aujourd'hui, elle est accompagnée de sa cliente, propriétaire du château Bellorme, venue valider le bon à tirer. Il y a un message dans cette étiquette qui doit sous-entendre quel type de vin, vers quel type de vin on va se porter. Vous parlez de tradition, en plus on travaille en famille, toutes ces valeurs-là, je veux qu'on la retrouve sur cette étiquette. Voilà, et à nous de les amener dans cet univers-là, à la fois historique et contemporain. Grâce à leur fonctionnement et à leur histoire, les vins de Bordeaux ont su véhiculer une image de produit de luxe. Bordeaux est devenu un label qui fait rêver à travers le monde et surtout qui fait vendre. Bonjour. 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 Vous avez un établissement incroyable, hein? Merci. J'adore le concept. C'était quoi? C'était un immeuble auparavant ici? C'était un immeuble d'habitation avec au rez-de-chaussée, c'était un tabac très connu à Bordeaux. Et on a évidé tout le centre de la tour pour créer l'escalier. Donc vous avez 1200 casiers, ça fait à peu près 15 000 bouteilles, donc que des vins de Bordeaux uniquement. D'accord. J'ai vu des Pétrus, là, 5-6 000 euros. Les Ikiem, là, 7 002. Ah, voilà, sur les grands vins de Bordeaux, effectivement. Ouais. Des vins très rares, des terroirs exceptionnels. J'imagine que vous avez des vins qui sont tout à fait abordables. Notre travail de tous les jours, c'est de conseiller des vins entre 8 et 20, 30 euros, 40 euros. Ouais. Alors moi, je venais chercher un vin blanc pour changer un peu. Vous avez donc les vins blancs de Bordeaux, les liquoreux et les vins blancs secs. Donc du sec pour moi. Plutôt sec. Ouais. Donc les grands classiques, ça va être les Pessac-Léognan, les Graves. D'accord. Et après, il y a de plus en plus de propriétés qui font des vins blancs dans le Médoc. Donc Ok. c'est des sauvignons plutôt plus secs, plus aromatiques, comme le Chaspin blanc, qui est assez rare. Voilà. Ça ira bien sur plein de fruits de mer, sur les poissons. Ok. Ben, comme pour moi, l'idée, c'est de découvrir quelque chose de nouveau, donc je vous fais confiance. Allons pour ça, ça marche. Allez, on y va. Tiens, bonjour Adrien. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va? Adrien, il a un concept génial. Vous allez chez lui, vous choisissez le vin et il vous fait le menu adapté au vin. Donc c'est un peu comme un accord inversé. Je vais vous régler. Donc ça fera 23 euros, s'il vous plaît. Monsieur m'a expliqué ce que vous faisiez. Et donc là, le vin que vous venez d'acheter, c'est pour faire une recette? Oui, c'est ça. Un dernier test, on sait déjà où on part, mais là, il nous reste juste en gros un test de confirmation. On va se faire une dernière confirmation. Vous n'avez pas besoin d'un cobaye à tout hasard? Ouais, goûter? si, carrément. Ouais. Carrément, je pars après faire mon marché, si vous voulez m'accompagner, on y va. Bien envie de m'accoster. Non, c'est vrai, je peux vous accompagner? On a toujours besoin d'un avis extérieur, donc ça tombe bien. Ok, super. J'ai besoin pour mon petit test, ma petite recette un peu encore en essai, d'une huître assez charnue, assez iodée. Je pense que du coup la numéro 3, c'est le genre de produit qui correspond un peu à tout ce que je recherche. Donc tu as déjà testé ta recette ou tu n'as pas encore... Non, après je pars sur des genres d'associations que j'aime bien, mais on est un peu dans la démarche, on prend des risques et on fait une cuisine un peu, voilà. D'accord. Bon. Osé. Merci monsieur. Belle journée, Jonathan. Au revoir. Salut. Au revoir messieurs. Merci. Au revoir. On arrive sur la place de la Bourse. Une place emblématique de Bordeaux. Ouais, la carte postale avec la fontaine et le miroir d'eau. Ouais. Ça fait un joli enchaînement. On arrive au restaurant. Les tables Vatel, traiteur du roi Louis XIV. C'est le traiteur, précurseur de tellement de choses dans notre métier que c'est incontournable de connaître son parcours. Bonjour Didier. Dis-moi, tu sais où est Julien?
sur la terrasse. Ça m'est revenu, je sais pourquoi il y est. Voilà, il se fait tirer le portrait. Ça va Julien? Bonjour chef. Bonjour. Bonjour. Julien, mon sommelier du coup. Enchanté. Voilà. Et Mika, le caricaturiste. Bonjour. Mika, un Enchanté. caricaturiste qui peint avec du vin. Qui peint avec du vin. Excellent. C'est-à-dire? Ici à Bordeaux, on a plus de vin que d'encre. C'est rigolo. Donc voilà. Ah oui, d'accord, vraiment avec du vin. Bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, c'est original, dis donc. Moi je vais vous couper 30 secondes, j'ai quand même un peu de boulot qui m'attend. Oui. Je vais vous laisser continuer la caricature. À tout de suite, ouais. C'est pas mal, Julien, pas d'inquiétude. Alors ce concept, il est très original que de prendre les choses à l'envers finalement. L'idée, c'est de faire abstraction un petit peu de ce que l'on va manger et juste se concentrer un petit peu sur le vin pour essayer vraiment d'orienter la dégustation en fonction du vin que l'on souhaiterait boire. 3 verres pour le plat et on choisit parmi ces trois vins à chaque fois. Donc c'est à la fois pour les amateurs de vin et les amateurs de surprise. Exactement. C'est fini? Je suis prêt. Tu es prêt? Attention. 1, 2. Tadam! Ah, ben finalement, hein, c'est très bien. À montrer au chef, hein, voir ce qu'il en ben pense. là, j'espère qu'il va être content. Oh, j'ai bien fait d'aller acheter une bouteille de vin aujourd'hui. Pour finir dans une cuisine comme ça, c'est cool. Alors ça, c'est le vin que tu as sélectionné, Julien. Exactement. Le chef m'a dit les grandes lignes de son plat. Donc là, l'idée, chef, c'était d'emmener un petit peu d'acidité dans le vin, avec une belle fraîcheur. On est vraiment sur des agrumes, un côté minéral pour faire le rappel avec l'huître, et vraiment cette fraîcheur pour trancher avec ton côté fromage brebis. On est sur un entre-deux-mer d'André Lurton, Château-Bonnet de 2017. On a à la fois l'acidité du citron, de l'iode. Après, il y a le concombre qui revient derrière. Et pour finir, c'est le fromage blanc de chèvre là, qui est à la fin. Crémeux, oui. C'est super. Très, très content que le hasard m'ait emmené à faire ce genre d'expérience. Merci beaucoup, c'est très touchant. Merci. Félicitations pour la bonne idée et pour la mise en valeur aussi des produits de la région, que ce soit le vin ou les différents aliments qu'on a là. Merci beaucoup. C'est cool. Bravo. Longtemps réservés aux hommes, les métiers du vin se féminisent. À Bordeaux, 28% des domaines viticoles sont dirigés par des femmes. Au château Soutard, les propriétaires ont fait confiance à une femme, justement. Véronique Corporandi. C'est elle qui détient les clés du chai. Avec son chef de culture, elle teste quotidiennement la fermentation des jus de raisin. C'est anisé, la parcelle anisée, où la couleur n'est pas encore d'une densité extrême. On sent un peu le grillé de la cuve bois. Véronique est née dans le Bordelais. Le monde du vin n'a pas beaucoup de secrets pour elle. J'ai grandi au milieu des vignes et j'ai suivi un papa qui travaillait dans le vin et qui m'a toujours appris à goûter et à m'intéresser à ce milieu-là. Cela fait 12 ans que Véronique a la responsabilité de l'élaboration des vins du château Soutard. Une carrière réussie qui aurait pu ne jamais commencer. Moi, la première fois que je suis rentrée dans un chai pour un de mes premiers stages, donc c'était il y a quelques années, mais on m'a dit, on disait au propriétaire, mais tu es fou, elle va te faire tourner le vin. Enfin, c'est comme la mayonnaise, hein, une femme peut faire tourner la mayonnaise, voilà. Donc c'était à peu près pareil. Et puis bon, c'est comme tout, hein, quand on montre qu'on peut faire, toutes ces légendes passent. Ici à Saint-Émilion, on est quand même nombreuses. Dans le Médoc aussi. Voilà. Ça s'est vraiment féminisé dans les chais et aujourd'hui on trouve même des jeunes femmes responsables de vignobles. Le vin se conjugue désormais au féminin. Comme chez Valérie Labrousse, propriétaire du Château du Père, c'est elle qui fait son propre vin. Après une carrière dans les spiritueux, elle a décidé de revenir à la terre et de prendre la suite de sa mère. Ben voilà, je peux vous présenter les aïeuls, les grands-parents, arrière-grands-parents. Et ici, un petit peu plus loin, c'était la génération de ma mère, sa mère qui est là-bas. Et le dernier cadre, c'était en fait notre arrière-arrière-grand-père qui avait acheté ici la propriété. Nous avons depuis 5 générations que des femmes qui ont été à la tête de ce domaine. Donc c'est très rare, nous en sommes très fiers. Pendant la guerre, les femmes ont été
ont amené beaucoup d'énergie dans ces vignobles pour résister. Et malgré les plusieurs années de guerre, les 5 années de guerre, les femmes étaient là. Toutes ont toujours travaillé à la vigne de toute façon. Hein. Il n'y avait pas le choix. Ici, c'était quand même la misère. Hein. La campagne, assez éloignée de Bordeaux. Hein. 30 km, pas si loin maintenant. Mais autrefois, c'était loin. Mais qui est aussi un peu... Cette histoire de femme, Valérie la porte en elle et aime la partager avec les visiteurs qu'elle accueille sur le domaine familial. Et aujourd'hui, c'est à un groupe 100% masculin qu'elle donne des leçons d'œnologie au féminin. Voilà la perle. Ça, c'est notre haut de gamme à la propriété 100% Merlot, réalisé sur notre plus ancienne vigne qui a 60 ans à la propriété. Et pendant 1 an et demi, ce vin est en stockage dans les barriques exclusivement neuves. Voilà. Et la perle, c'est un produit qui parle aux femmes. Hein. C'est mon bijou. Je pense en tant que femme, on a peut-être une finesse supplémentaire où on va chercher peut-être des saveurs un peu plus souples, plus agréables, plus élégantes. Les femmes sont devenues un public cible pour les producteurs de vin. Depuis les années 70, les femmes consomment du vin et surtout l'assument, voire le revendiquent. Ce sont elles aujourd'hui qui font 78% des achats de vin en grande surface. Et dans les restaurants bordelais, on joue la carte de la féminité. Oh, il y a de la minéralité qui se dégage de ça, plus ça respire et plus ça se développe. C'est magnifique. C'est un vin, la première année c'est fermé. Il faut vraiment attendre les millésimes 2-3 ans après. Cyrielle Palacio est une jeune sommelière. Il y a 1 an, le chef du restaurant Chez Dan lui laisse carte blanche pour créer sa carte des vins. Pour elle, être un homme ou une femme ne fait aucune différence, sauf peut-être dans un cas. Une femme qui met du rouge à lèvres sentira un petit peu moins les tanins qu'un homme, parce que les tanins vont s'accrocher directement au rouge à lèvres. C'est pour ça que zéro rouge à lèvres en dégustation. Et c'est vrai, j'ai fait le test, et en effet, hein, on n'a pas du tout la même texture du vin. Donc là, peut-être là-dessus, oui, si les hommes ne mettent pas de rouge à lèvres, là, il y aura une petite différence. Mais sinon, non, et j'ai pas envie de penser un seul instant qu'une femme peut être meilleure en dégustation, qu'un homme peut être meilleur en dégustation. Tout est une histoire de passé, de sensibilité, de mémoire sensorielle également, et de la manière dont on nous a introduits au vin. Chez Dan, on sert de la cuisine franco-asiatique. Un défi pour Cyrielle qui doit associer ses vins au menu du chef et convaincre son public. Je serais ravie de vous faire découvrir le sable et schiste de Loïc Mahé, un 100% chenin blanc en bio en 2016. Donc assez ample, belle minéralité, on termine délicatement sur une finale un petit peu mielée, un petit peu florale. Donc pas trop riche, pas trop opulent pour trinquer à l'apéritif, ça peut être chouette. Très bien. Aujourd'hui sur Bordeaux, c'est vrai qu'il y a une vague féminine de sommelières qui arrive. J'ai énormément de collègues féminines, donc ça se démocratise petit à petit. On est de plus en plus à faire notre petit bonhomme de chemin, et je pense que les gens aussi qui vont au restaurant sont aussi habitués à voir des filles tenir une bouteille de vin et en déboucher une. Peu à peu, les stéréotypes tombent et les étiquettes valsent. Les femmes aiment le vin, en majorité le rouge, et n'ont plus peur de le dire. C'est certain, les vignerons devront à l'avenir compter avec les femmes. C'est le grand jour, j'allais dire, puisqu'on va aller vendanger. Exactement, je t'amène à vingtaine de minutes de Bordeaux, au cœur des Pessac-Léognan, dans un grand cru classé, puisque nous allons au château Smith-Lafitte. Oui, d'accord. Que tu connais peut-être de nom. Absolument, oui, très réputé évidemment. Et j'ai choisi cette propriété parce que pour moi, elle représente vraiment ce qu'on fait de mieux en termes d'œnotourisme. Comme quoi, il n'y a pas besoin de s'éloigner trop pour trouver des choses vraiment extraordinaires.
l'impression d'arriver à Versailles quasiment là. Ouais. Hein? Il laboure les vignes avec des chevaux ici. Ouais, c'est une des spécificités du domaine. Ouais, c'est quand même plus agréable de voir des chevaux que des tracteurs. C'est sûr. Et ça tranche avec l'hélicoptère qui est en face. On est dans un autre contexte complètement là. Ouais, c'est qu'ici on est très très proche en fait des sources de Caudalie. D'accord, j'en entendu parler, bien sûr, oui. Voilà, un établissement assez haut de gamme. Donc le château bénéficie d'une clientèle dont certains viennent en hélicoptère. D'accord, oui, en effet, oui. C'est marrant, ces hébergements, ça fait partie du spa? Oui, ouais. Exactement en fait. Donc il y a la partie hébergement, la partie spa. En gros, il y a une vingtaine d'années, ils ont fait des tests sur tout ce qui ne servait pas en fait aux raisins après vinification, c'est-à-dire les tanins. résidus, tout exactement, ça, ouais. Okay. tous les résidus. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des vertus en fait au niveau des cosmétiques. Et donc ils ont créé une marque de cosmétiques grâce à ça. Et ensuite, ils ont ouvert ce spa. Ok, c'est un endroit magnifique. Hein. Alors là, je vais t'amener voir Jean-Luc, qui est quelqu'un d'important ici, puisque c'est lui qui fabrique les barriques. Et donc, c'est une des seules propriétés dans le Bordelais à avoir son propre tonnelier et créer ses barriques au cœur de la propriété. Voilà, Jérôme, je te présente Jean-Luc. Bonjour. Le maître des lieux. Enchanté, Jean-Luc. Enchanté. Donc le tonnelier de la Le propriété. tonnelier de la propriété, exactement. C'est ça. Alors, elle m'expliquait, Charlotte, que c'était quelque chose qui était très rare d'avoir un tonnelier à demeure dans un domaine. Oui, il n'y a que 2 ou 3 châteaux qui ont leur propre tonnellerie. Donc c'est un petit luxe quand même. Hein. Ouais. Il y a un côté très sensuel avec cette forme-là. C'est joli le chêne. Hein. Ouais. C'est vrai que ça reste toujours très... Alors dites-moi, Jean-Luc, qu'est-ce qui fait une bonne barrique? Déjà, c'est vrai que c'est la chauffe, là, c'est vraiment, puisque c'est le vin qui va être en contact avec l'intérieur. Donc la chauffe, c'est vraiment ce qui fait la bonne barrique. Après, on chauffera différemment si c'est pour un vin rouge et pour un vin blanc. Ce que vous appelez les chauves, c'est-à-dire la faculté de colorer. Voilà, avec on va le griller feu en qui est fait. là. Voilà, on va griller, toaster. Donc pour les rouges, on va rechercher plutôt une chauffe beaucoup plus torréfiée. Donc ça apportera des notes cacao, amandes grillées. Et après pour le blanc, donc c'est beaucoup plus doux et ce sera plutôt des notes vanillées. Et alors, combien ça peut coûter si j'avais acheté une barrique que vous fabriquez? C'est quoi le prix de revient? À peu près, en moyenne, ça va de 600 à 800 € une barrique. Voilà. Waouh. Une barrique, voilà. Et donc avec le seau de la maison, j'imagine que ça prend une valeur qui est décuplée. Voilà. Évidemment. Et vous les faites ici aussi? Voilà, oui. Là, je pense que je sais pas, il doit être... il est rouge, là, on peut le faire. Ah, pas de souci, on va en faire un. Tiens, fais voir ton bras. Voilà, marqué à vie, là. Quelle idée. Voilà, marqué. Une de plus. Ça, c'est le seau de la maison. Voilà. C'est le Solafite. Voilà. C'est plus joli comme ça. Propriété absolument incroyable quand même. Hein. Ouais, c'est beau. Hein. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Catiard. On est ravis de vous bonjour. recevoir à Smith-Solafite. Je suis ravi de vous rencontrer. Et j'étais en train de dire justement à Charlotte que je trouvais la propriété absolument incroyable au niveau de l'architecture, complètement atypique presque. C'est un peu atypique, ça ressemble plus à une bastide qu'à un château 19e. Mais si vous voulez voir, moi je vous invite à monter en haut d'une des tours. D'accord, prendre de la hauteur. Voilà. Allez, montons dans les tours. Venez. C'est chouette. Hein. Oh là. Voilà, donc là, on voit que de tous les côtés, on est entouré de vignes. Il y a très peu de crus classés comme ça qui sont d'un seul tenant. Et nous, on en est fiers. George Smith est venu au 18e. Il s'est appuyé sur la ferme que vous voyez là-bas. D'accord. Vous allez dormir ce soir chez nous. Chez vous, d'accord, super. Pour faire une aile qui est beaucoup plus chic, qui est une chartreuse 18e.
Et Ah, c'est On a vraiment l'impression chouette. d'être dans un village en fait, avec voilà, tous les bâtiments. c'est exactement ça. Ce domaine-là, cette propriété, on y fait du vin depuis combien de temps? Et depuis 652 ans. C'est incroyable. Et nous, c'est la 28e vendange. Donc on est des passeurs. Oui, c'est ça. Quel est votre parcours? Comment vous êtes arrivé à faire du vin ici? J'ai rencontré mon mari quand j'avais 15 ans dans l'équipe de France de ski. Du ski? Vous faisiez du ski haut niveau? On faisait du ski de haut niveau, on était les seuls étudiants. Et en fait, on a grandi ensemble. Et là, maintenant, on est là, avec nos blancs, avec nos rouges. Donc on se lève tous les matins pour faire le meilleur vin du monde. Vous avez combien d'œuvres là sur le Alors, domaine? il y a 28 ans qu'on est là, ça fait 28 œuvres. Il y en a des toutes petites, parce que la vendange n'a pas été généreuse. Quand le budget est restreint. Voilà, s'il reste un peu de sous, une œuvre d'art. Et de temps en temps, elles sont grandes, et c'est vrai que cette Vénus, elle en impose, quoi. Alors, c'est quoi l'histoire de cette œuvre? Alors, l'histoire de cette œuvre, c'est qu'elle devait être beaucoup plus petite, et moins patinée, moins torturée. Et Jim Dine, qui est un grand artiste américain, il a pris le dernier avion pour New York la veille de la journée terrible des Tours. Du 11 septembre? Du 11 septembre. Elle sort du Grand Zéro, là, elle est toute noire en bas. C'est un peu la beauté de Vénus contre la cruauté des hommes. Moi, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain. En tenue de combat? Exactement, pour les vendanges, à la première heure. Bon, bah à demain. Du coup, à demain. Salut Charlotte, à demain. Merci encore. Ça fait plaisir, à demain. Dans le village de Saint-Émilion résonnent comme des airs de cornemuse. On célèbre le début des vendanges. Une tradition qui dure depuis 820 ans. La confrérie des vins de Saint-Émilion a été instaurée en 1199 par le roi d'Angleterre, Jean Santerre. Il a délégué la gestion de la cité à des notables et des magistrats, les jurats. C'est eux qui décidaient du début de la date des vendanges. La proclamation des vendanges était vraiment l'autorisation officielle de pouvoir démarrer les vendanges. Ça a été un petit peu changé en 2008 puisqu'on a aujourd'hui la possibilité de pouvoir devancer ces vendanges dans nos vignes. Pierre Mirande est maître de cérémonie au sein de la Jurade. Enfant du cru et vigneron, il est fier de participer à la proclamation des vendanges. On appelle ça la colline aux 1000 châteaux. C'est pas par hasard, c'est qu'il y a plus de 800 producteurs sur Saint-Émilion, avec des terroirs différents, avec des gens qui vont démarrer les vendanges dès demain matin, avec certains qui vont attendre 8 jours, certains qui vont oser attendre un petit peu plus, en pensant peut-être qu'ils vont gagner quelque chose de plus. C'est un éternel recommencement, un éternel challenge tous les ans, parce que tous les ans, on récolte le nouveau travail de toute une année. Debout, vendangeurs. La Jurade proclame le banc des vendanges. Saint-Émilion, alléluia! Saint-Émilion, alléluia! L'annonce du lancement des vendanges résonne dans tout le vignoble de Saint-Émilion jusqu'au château La Dominique. Gwendoline Lucas est la directrice générale de la propriété. Elle fait le tour des parcelles pour vérifier le travail des vendangeurs. Surtout les filles, faites bien attention à ne pas prendre les grappes où il n'y a pas de raisin mûr ou pas joli. Pas de feuilles, parce qu'avec les feuilles, on ne fait pas du bon vin. On ne fait pas de vin du tout même. Et sinon, on continue comme ça. Et là, il y a un porteur qui va arriver pour vider les paniers. On a du sucre, on a de la matière, on a des baies qui sont très aromatiques. Et là, on arrive au moment décisif pour ramasser toutes ces grappes. La qualité du vin que l'on va produire dépend complètement du moment auquel on va ramasser justement chaque parcelle. Parce que chaque parcelle va évoluer de manière différente. Celle-ci, on l'avait goûtée il y a 2 jours. On se demandait si elle allait être prête pour être ramassée aujourd'hui. Effectivement, c'était le moment de la ramasser. À la Dominique, les grains sont triés 4 fois après avoir été ramassés. Un tri exigeant qui permet de sélectionner les plus beaux fruits et d'obtenir un grand cru classé. Là, on a le meilleur du meilleur. Vous voyez, ce tapis de caviar est formidable. On est sur un travail d'orfèvre. Là, on est content et toute l'équipe est contente de voir que le travail a porté ses fruits, c'est le cas de le dire, et qu'on va avoir une jolie récolte. À quelques kilomètres de la Dominique, au château Gombaud de Guillot, les vendanges se terminent.
Olivier Techer a repris en 2010, en plein cœur de Pomerol, les 7 hectares du vignoble familial. C'est avec sa fille qu'il fait le point sur sa récolte. Et là, c'est des grandes vies. Voilà. Et là, les vendangeurs sont déjà passés. Alors si Ouais. Ils ont tout pris? Oui, ils ont tout pris. Et la première vendange, en fait, j'ai eu les odeurs de mon enfance, de mon adolescence qui sont revenues et j'ai eu envie de faire ça. Voilà, depuis, j'essaye de faire du vin et de m'appliquer. Non, j'ai pas de regrets sur mon choix de carrière. Non, c'est quelque chose de passionnant et très épanouissant. Je rencontre plein de gens de tous horizons et c'est super. Pour le père d'Olivier, venu encourager son fils pour l'occasion, les vendanges sont un moment crucial. On joue sa vie, là. Hein. Déjà sur le moment où on le fait. Après, driver une équipe de 30 personnes ou 40 personnes, et en faisant que ça soit sympa, que ça soit dans une ambiance avec du respect pour les gens, en déconnant, etc. Bon, c'est lourd, hein. C'est quand même très lourd. Hein. La journée se termine. Olivier part retrouver ses amis et sa famille qui l'attendent pour fêter la fin de ses vendanges. Merci d'être tous venus. Donc on va fêter cette fin de vendange 2018 avec un Magnum de 2003. Les vendanges, c'est un moment où se rencontrent des gens qui ne se rencontrent jamais d'habitude. Nous, on a eu des tablés avec des gitans, avec des Chinois, avec des étudiants, avec parfois des hauts fonctionnaires, tout ça mélangé. Et pendant les vendanges, tout ça cohabite, discute, échange. Et ça, c'est un moment très privilégié, qui a quelque chose de magique. Cette année, les vendanges se sont déroulées sous de bons auspices. Les futurs millésimes bordelais s'annoncent de qualité. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on va vendanger donc ces Sauvignon blancs. Il y a deux parties sur cette parcelle. Il y a une partie qui est mûre et qui est prête à vendanger. Donc c'est la partie haute, c'est ce qu'on va vendanger en premier. La partie basse, on la vendangera un petit peu plus tard. C'est parti? Super. Je vous montre? Ouais, je veux bien un Allez, petit c'est briefing parti. plus précis. Hein. Sinon, je vous demanderai de l'aide. Oui, on va se mettre avec eux, ouais. Il y a du monde, hein, dis donc. Ouais, c'est joli de voir les têtes qui dépassent les vignes. On coupe tout le raisin. D'accord. Au plus près du premier grain. Au plus près du premier grain, c'est ça. J'ai des restes, ça va. On vérifie bien. Voilà, c'est pas très beau, mais il n'y a pas d'incidence sur le goût du raisin en arrivant dans les cuves. Bon, bah, au boulot. Donc, comment on se partage tous les deux? Parce que si je passe devant, il va Bah oui, rien moi tester. j'aurais rien à faire. Tu vas me regarder faire. Bah ouais, mais c'est Alors, bien ça. toi, tu commences ici. En suivant, moi. Ok. Voilà. Allez, je prends ma luge, j'emmène ma luge avec moi. Et tu avais déjà eu l'occasion, toi, Charlotte, de vendanger dans la région? J'ai déjà fait à Sauternes, c'était vraiment intéressant et je l'ai fait aussi ailleurs en France. Là, le week-end dernier, j'étais en costière de Nîmes et donc j'ai vendangé de la Syrah. Et la première fois que j'ai fait les vendanges, j'ai trouvé que c'était quand même quelque chose d'assez difficile. Et j'ai beaucoup plus apprécié le verre de vin que j'ai dégusté après. Ouais, c'est vrai que c'est un travail de manutention qui est assez physique. Faut pas avoir de problème de dos, quoi. Bon, comment ça se passe? Écoute, plutôt bien. Je trouve que le raisin est très, très beau, moi. C'est quoi ça, Nicolas? Alors, c'est des capsules de phéromones. C'est de la confusion sexuelle pour que les papillons ne viennent pas pondre sur les baies. Les larves perforent le raisin, donc on les incite à aller faire leurs affaires plus loin. Donc, oui, donc j'ai un porteur. Il y a un porteur. Voilà. Et alors ça fait 7 kilos à peu près. Ça va, c'est pas trop lourd, Jean-Pierre? Voilà. Donc Jean-Pierre, il est capable de porter 21 kilos. On peut s'asseoir sur la cagette, pas? Oui. 21 kilos. Jean-Pierre, je vais aller sur l'autre parcelle.
Donc là, c'est 20 kilos d'un coup, hein. Tiens, goûte, regarde la couleur comme c'est beau. Ouais, hein. c'est trop beau. Et c'est beaucoup plus sucré que le... C'est vrai? Bah oui, c'est moins acide, je trouve. Ah ouais. Le superbe bûcher du château Smith-Lafitte. C'est joli, hein? C'est une ambiance presque religieuse. Ah oui, le vin vieillit religieusement ici. J'ai comme l'impression qu'on l'a attendu. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour Charlotte. Bienvenue dans les chais de Smith-Lafitte, mes chais. Donc on va passer un peu à la phase 2 maintenant de votre visite, la dégustation. Donc là, on est sur un merlot. Et alors donc là, ce qu'on va déguster, pour bien comprendre, c'est un des raisins, un des types de raisins, un cépage qui a vieilli dans ce fût, mais c'est pas le vin en finalité qui lui sera un mélange, un assemblage de plusieurs cépages. Exactement. On fait des élevages en séparant les cépages, les variétés, les sols, l'âge de la vigne. Et après 18 mois d'élevage séparés, on va faire une dégustation. Et cette dégustation va nous amener le mélange complet du vin, c'est-à-dire donner la définition, la complexité du Smith-Lafitte. Donc là, on peut le sentir. Donc on a un nez qui est un petit peu fumé, toasté déjà, où on sent le fruit rouge. Toi, tu dis ça parce que tu as le nez éduqué, ce qui n'est pas le cas du mien. Toi qui as plus l'habitude, hein. tu retrouves ce que dit Yann? Ouais, beaucoup. Moi, je ressens beaucoup de profondeur, en fait. Et c'est déjà très gourmand, en fait. Même s'il n'a pas fini son élevage, je trouve qu'il y a une forme de gourmandise, en fait, qu'on ressent. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve toujours intéressant de comprendre comment se font ces grands vins, un peu comme un tableau de maître. Il faut avoir les bonnes couleurs pour faire le tableau qui soit le plus joli et le plus réussi possible. Merci du cadeau. Mais merci surtout d'être venu. Et le vin, c'est vraiment un moment de partage et d'échange. Donc c'est très important pour ça. Et il en était très raisonnable. C'était plus que modération, parce qu'on avait le crachoir. C'est parfait. C'est obligatoire. Merci en tout cas. Bonjour à ceux qu'on n'a pas vus. On vous attendait. Ah oui, je vois ça. Merci. Quel accueil. Ah oui, vous étiez brillant. Il était temps que vous arriviez. Ah bon? Les Merci. petits n'attendent pas. Vous allez bien? Ça va très bien, oui. Et on ne s'était pas encore rencontrés, monsieur Catiard. Enchanté. Votre santé. Voilà, merci de nous accueillir dans votre beau domaine. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Trigandie. Oui, d'accord. C'est l'intestin de porc. Ok. Donc il a été évidemment très bien nettoyé et ensuite cuit. Et ensuite on le reprend à la braise. Et c'est quelque chose qui est assez classique, assez traditionnel de la région. C'est un monsieur. Et voilà. Allez, et voilà. On trinque à la Trigandie. Avec modération, on verra ça après. Oui. Si c'est avec modération, si c'est bon ou pas. J'espère que ça va te plaire. C'est comme si on mangeait une andouille qui n'avait pas sa chair à l'intérieur. C'est vrai, ça. c'est bon. Hein. Eh ben, je voulais vous remercier de votre accueil, tous dans cette belle propriété, de nous avoir permis de partager vos moments de travail et votre belle, on va dire belle demeure. Hein. C'est un très, très beau château. Voilà, merci à votre santé. Merci. C'était vraiment une chouette expérience que de vivre comme ça au plus près, de côtoyer les différents métiers, des gens qui travaillent là sur des propriétés comme celle-ci. C'est très intéressant. L'axe que je m'étais fixé, c'était de voir comment avait évolué le no-tourisme. Les différentes appellations ont chacune de leur côté essayé de développer des activités autour de leur château. Et puis je trouve qu'il y a une jeune génération dont tu fais partie qui met en avant tout ça. C'est vrai ?
qui s'intéresse au-delà du vin, qui s'intéresse à comment arriver à fédérer un intérêt autour de la vigne au sens large. C'est toi qui m'as emmené dans les coulisses de tout ça, donc voilà, je voulais te remercier pour ça. Écoute, avec grand plaisir. Je suis ravie que tu aies passé un bon moment et j'espère que tu reviendras très bientôt en terre bordelaise. Oui, j'ai encore plein de choses à découvrir ici, ce sera avec grand plaisir. Et je vais affiner mon palais au fur et à mesure de mes venues dans la région. J'espère que vous avez apprécié ce voyage. J'espère que vous allez aussi vous aventurer dans cette belle région. Je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez revoir ce programme en replay ou bien nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter encore, Facebook et tous les autres évidemment. À bientôt, santé, avec modération. Etienne.